Bonjour à tous, après nous être attaqués à l'origine de son logo, penchons-nous maintenant sur la naissance de la grande ligue que vous aimez tant, la NBA. Fruit de la fusion de deux ligues rivales, la ligue qui a permis à Michael Jordan, LeBron James ou encore Kobe Bryant de s'exprimer sur les parquets a une longue histoire à nous raconter. C'est en juin 1946 que l'aventure NBA débute, 55 ans après l'invention du basketball par le Canadien naturalisé américain James Naismith, ou Dr Naismith pour les intimes. Nous vous parlions de ce vieux bonhomme dans une ancienne vidéo présente sur la chaîne. 1946, c'est aussi 25 ans après la création de la Metropolitan Basketball League et 21 ans après la création de l'American Basketball League, deux championnats antérieurs à la Basketball Association of America, l'ancêtre officiel de la NBA. Au moment de sa création, cette BAA n'est pas la seule ligue de basketball active aux États-Unis. En 1946, il existe déjà, comme on le disait, l'American Basketball League, lancée en 1925, mais aussi la National Basketball League, la NBL, active depuis 1937. NBL, retenez bien ces trois lettres car ce championnat est très important dans la suite de notre histoire. Ce qui est important à savoir quand même, c'est que la BAA a un argument de poids pour se démarquer des autres ligues. Elle est la seule à proposer des matchs dans de grandes salles, de grandes villes américaines, telles que New York, Washington ou Philadelphie. Mais vous allez nous dire comment la BAA a-t-elle pu avoir accès à ces salles? Tout simplement car cette ligue voit le jour à la suite d'un accord pris le 6 juin 1946 entre certains membres de l'Arena Association of America, qui regroupe les principaux propriétaires des salles omnisports américaines. La plupart de ces arènes sont situées dans le nord-est du pays, et habituellement ces salles accueillaient de la boxe ou du hockey, voire les deux. Malheureusement pour les proprios, ces deux sports ne permettent pas d'avoir un calendrier complet toute l'année. Il fallait donc trouver une autre discipline, capable d'être jouée à n'importe quelle date, afin d'accueillir du public constamment. Notons que les proprios de ces salles ne connaissent strictement rien au basket, mais ils ont flairé le bon filon. Voyant l'explosion du basket universitaire dans des villes comme Buffalo, New York ou Philly, ils sautent sur l'occasion. Les Américains ont besoin de divertissement en sortie de guerre mondiale, et le basket va répondre exactement aux attentes, du spectacle et encore du spectacle. Dès la mise en place de leur ligue, les gérants de la BAA nomment leur premier commissionneur, Maurice Podoloff, avocat de formation, aussi président de la Ligue américaine de hockey. Podoloff a un objectif simple, professionnaliser le basket. Il veut pouvoir offrir une carrière aux joueurs universitaires en sortie de diplôme acquis en NCAA. Ce sera d'ailleurs la leitmotiv de la BAA, recruter les meilleurs universitaires pour créer un championnat alliant la rapidité et le dynamisme propre aux matchs disputés en université, le tout dans un univers professionnel. Voilà un projet ambitieux. Mais l'idée est aussi et surtout de couler la NBL, la ligue concurrente. Pour cela, 11 franchises sont mises sur pied dans différentes villes, surtout à l'est du pays, à Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, New York, Philadelphie, Pittsburgh, Providence, Saint-Louis, Toronto et Washington. Pour ne pas perturber les joueurs venus de la NCAA, c'est-à-dire la grande majorité des joueurs, les règles du basket universitaire sont reprises, à une exception près. Un match dure 48 minutes avec 4 quarts-temps de 12 minutes. En NCAA, les joueurs avaient 2 mi-temps de 20 minutes pour s'exprimer. Pourquoi 48 minutes donc, et non 40? Eh bien, une question d'argent et de tickets, évidemment. Les proprios de la BAA ont calculé qu'avec 48 minutes de jeu divisées en 4, les matchs dureraient, avec les arrêts de jeu, entre 2 heures et 2 heures et demie. La BAA faisait payer les tickets d'entrée, donc il fallait que le public en ait un minimum pour son argent. Cette nouvelle ligue autorisait aussi 6 fautes par joueur, contre les 5 de la NBL ou de la NCAA. Le salary cap de son côté existait déjà, il était de 55 000 $ et n'était absolument pas dépassable. La plupart des joueurs gagnaient entre 4 000 et 5 000 $ à l'année, à part les grosses stars qui pouvaient dépasser les 10 000. À la base, ça ne paraît pas ouf du tout comme salaire, mais avec l'inflation qu'a connu le dollar, une telle somme serait équivalente à 111 000 $ annuels aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant. Autre point intéressant, l'établissement du calendrier axé autour des playoffs, la phase finale du championnat. L'idée était tout à fait nouvelle à l'époque. Pour la composition des effectifs, les proprios des franchises vont faire au plus simple, ils vont aller chercher les joueurs au marché du coin, c'est-à-dire les universités de proximité. Les Knicks vont aller piocher à Fordham, Cornell, CCNY, Princeton ou NYU. Providence, de son côté, va aller toquer à la porte de l'université de Rhode Island, par exemple. Le reste des rosters sera issu de joueurs venus de la ABL, une autre ligue de basket, ainsi que des effectifs de l'armée. Malgré tous les signaux d'alarme, la NBL n'avait rien vu venir. Au moment du lancement de la BAA, Carl Bennett, des Fort Wayne Pistons en NBL, déclarait: Nous ne sommes pas intéressés par une soi-disant guerre avec la BAA, et nous sommes certains qu'il y a suffisamment de joueurs pour tout le monde. Nous prévoyons d'opérer ensemble, en harmonie, et peut-être même d'avoir une finale entre les deux champions de chaque ligue, comme ils le font au baseball. Ils auraient dû se méfier. Le premier match de l'histoire de la BAA et donc de la NBA se déroule à Toronto, le 1er novembre 1946 devant 7000 personnes. Les Knicks sortiront vainqueurs de ce duel face aux Toronto Huskies, sur le score de 68 à 66. C'était serré en plus. Pour la petite anecdote, le soir du match, si un spectateur était plus grand que George Nostrand, le joueur le plus grand des Huskies avec ses 2,08 m, il pouvait assister au match gratuitement. Et si vous étiez trop petit pour bénéficier de ça, le prix d'entrée se situait entre 75 centimes et 2
$22,5. Ça va. C'est ainsi que Ossie Schechtman, premier marqueur du match pour les Knicks, devient ce jour-là l'auteur du premier panier de l'histoire en NBA. Ces Knickerbockers termineront la saison avec un bilan de 33-27, les menant à la 3e place de la division Est, remportée par les Washington Capitals devant les Warriors de Philadelphie. Les Huskies, eux, n'auront vécu qu'une seule saison, ayant été dissous dès 1947. Oui, lors de cette campagne inaugurale, l'instabilité était de mise. Ils ont connu 4 entraîneurs successifs et ont terminé la saison avec 22 victoires pour 38 défaites, un bilan qui les classe dernier de la division Est. Après cette contre-performance, Toronto n'accueillera plus de franchise jusqu'en 1994 et l'arrivée des Raptors. Mais revenons à nos moutons, à la création. Malgré ce départ fort sympathique vu de l'extérieur, tout ne va pas bien se passer pour la BAA. La NBL, poussée et mise en avant par les 3 géants Firestone, General Electric et Goodyear, va lui faire de l'ombre. Bien plus ancré dans le paysage basket que son rival, la National Basketball League, davantage basée côte ouest, va regrouper les meilleurs joueurs du pays, et c'est un gros avantage. Pour être complet, sachez que cette NBL est la descendante de la Midwest Basketball Conference, qui a changé de nom en 1937 pour National Basketball League. Elle regroupait les équipes de la région des Grands Lacs, d'où le nom de Lakers de Minneapolis, qui deviendra la première super team du basket professionnel américain. Les matchs de ce championnat se composaient de 4 quarts-temps de 10 minutes, ou de 3 périodes de 15 minutes selon le choix de l'équipe locale. La franchise à domicile pouvait donc décider si le match allait durer 40 ou 45 minutes. Les équipes NBL démontrent alors de réelles qualités de jeu et vont remporter 7 fois en 10 ans le World Professional Tournament, un tournoi sur invitation organisé à Chicago et financé par le Chicago Herald American, un journal local. Ensuite, c'est important, rappelez-vous que les salles de la BAA ne sont pas des salles de basket à proprement dit. Leur fonction première est d'accueillir des matchs de hockey, et cela va se voir dans leur fonctionnement. Dans certaines arènes, les propriétaires ont simplement posé le parquet en bois destiné au basket sur la patinoire. Ingénieux, non? Eh bien en réalité, pas tant que ça. Cela a entraîné l'annulation de certains matchs en raison de la présence d'eau sur les parquets, ce qui est très pratique pour jouer au basketball. Mais ce n'est pas tout, en plus des recouvrements de patinoires improvisés, certains proprios n'auraient pas voulu chauffer leur bâtiment pour ne pas faire fondre la glace, ce qui donnait une froideur extrême dans ces salles. À cause de ces aléas, la fréquentation n'était que de 3000 spectateurs par match au début de l'histoire de la BAA, un chiffre très faible compte tenu du nombre de places disponibles dans les arènes. Ceci dit, il y a néanmoins quelques éléments nécessaires à retenir. Durant la première saison de l'histoire de la ligue, Joe Fulks des Warriors de Philadelphie, arrivé tout droit de Kentucky, termine meilleur marqueur avec 23,2 points de moyenne, soit 7 de plus que son dauphin Bob Firick de Washington, une domination écrasante donc. Cette année-là d'ailleurs, les Warriors seront champions après leur victoire 4-1 en finale face aux Stags de Chicago. En parallèle, en NBL, les Royals de Rochester seront défaits 3-2 en finale face aux American Jeers, également venus de Chicago. Comme quoi, la balle orange était déjà très bien implantée dans l'Illinois. 1948 verra le départ de 4 équipes NBL vers la BAA, dont les Lakers de Minneapolis de la superstar George Mikan, champion NBL en titre. Ce transfert poussé par Podoloff a été dicté par la puissance économique de la BAA, qui proposait des perspectives financières bien plus intéressantes pour les joueurs et pour les franchises que la NBL. Mais c'est là qu'arrive un tournant dans l'histoire. Pour accélérer leur développement et ne pas faire bande à part, NBL et BAA acceptent de fusionner en août 1949, toujours avec Maurice Podoloff en tant que président. Pourquoi une fusion? Parce que la NBL ne pouvait plus tenir le train-train économique mené par la BAA, qui évoluait avec bien plus de moyens, mais aussi des propriétaires plus puissants. En NBL, aucune franchise ne pouvait accueillir plus de 2000 spectateurs par match, c'est peu. Mais ce n'est pas en raison d'une potentielle fréquentation plus importante que tout allait bien pour la BAA aussi. Ike Defay, président de la NBL à l'époque, jugeait même une fusion inévitable, puisque les deux ligues avaient perdu beaucoup d'argent. Sans un accord, les deux entités auraient clairement pu mettre la clé sous la porte. En tout cas, avec cette fusion, le nom évolue lui aussi. Place désormais à la National Basketball Association, la NBA que l'on connaît aujourd'hui. Pour aller plus loin et pallier les pertes des années précédentes, 3000 $ ont été injectés dans chaque franchise, pour les faire repartir de l'avant. Afin de dégager encore plus de bénéfices, chaque équipe avait le droit à 12 matchs d'exhibition durant l'année, à condition qu'ils ne se déroulent pas la nuit précédant un match NBA. Le salary cap du roster, lui, est composé de 8 à 10 hommes, étant plafonné à 40 000 $ sans les salaires des entraîneurs. Cette limite est volontairement assez basse pour éviter que les franchises ne retombent dans un gouffre financier comme c'était le cas depuis quelques années. Mais 3 mois plus tard, retournement de situation. À la suite d'une demande des franchises, Podoloff rehausse le salary cap à 55 000 $ pour 12 joueurs par équipe. Une telle marche salariale serait équivalente à un plafond de 614 000 $ aujourd'hui. Ajoutons que pour licencier un joueur, une franchise devait payer 500 $, soit l'équivalent de 5 500 $ actuels. En tout cas, au moment de la fusion entre la NBL et la BAA, les joueurs avaient le choix. Première option, ils pouvaient rejoindre la nouvelle ligue avec le salaire que la NBA leur offrait, qui n'était pas toujours faramineux. Deuxième option, aller jouer pour l'Amateur Athletic Union, autre ligue constituée d'équipes amateurs sponsorisées par de grandes entreprises comme
comme les Phillips 66ers, les Akron Goodyears ou les Peoria Caterpillars. Certains joueurs ont fait ce choix, y compris des stars des deux anciennes ligues comme Clyde Lovellette et George Yardley. Deux franchises BAA, les Indianapolis Jets et les Steamrollers Providence, ont déposé le bilan en 1949, au même titre que l'entité de leur ancienne ligue. Cependant, la fusion avec la NBL permit l'intégration de 7 nouvelles franchises en NBA. Les Henderson Packers, les Denver Nuggets, les Sheboygan Redskins, les Syracuse Nationals, les Tri-Cities Blackhawks, les Waterloo Hawks et les Indianapolis Olympians, une team d'expansion initialement prévue pour la NBL. Au début de la saison 1949-1950, la NBA est donc à ce moment composée de 17 franchises, 10 venues de la NBL et 7 de la BAA réparties en 3 divisions, Est, Ouest et Centrale. L'intégration des Olympians en tant que team d'expansion est un coup de poker de la NBL, qui tente à ce moment-là de contrer la suprématie de la BAA au sein de la néo-NBA, en y intégrant les meilleurs espoirs de l'université de Kentucky, dont Ralph Beard et Alex Groza. Les joueurs des Olympians seront même propriétaires de leur propre franchise, leur procurant un pouvoir assez surréaliste. Groza et Beard seront même finalement radiés de la NBA un an plus tard, après qu'ils aient avoué avoir parié sur des matchs durant leur carrière universitaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo que nous avions réalisée sur le sujet sur notre chaîne. La NBA, vous vous en rendez compte, assiste donc à une réelle guerre interne entre les pros BAA et les pros NBL qui poussera les proprios d'ex-franchises de BAA à demander une réaction de la part de Maurice Podoloff. Ces derniers craignaient qu'avec des équipes de plus en plus puissantes basées dans des villes de plus en plus grandes comme Indianapolis, la NBL puisse prendre le dessus au final sur les équipes BAA. Les peurs étaient logiques, puisque les 6 premiers titres NBA sont remportés par d'anciennes équipes de NBL. Sur ces 6 titres NBA, 4 ont été obtenus par les Lakers, la franchise des 1000 lacs. Chaque équipe disputait à l'époque 68 matchs de saison régulière avant de se retrouver en play-off, pour lesquels les 4 meilleures équipes de chaque division étaient qualifiées. La première All-NBA First Team de l'histoire, en tant que telle, fut composée de Bob Davis, Jim Pollard, George Mikan, Alex Groza ainsi que Max Zaslowski. Notons que Davis et Pollard avaient déjà été dans la First Team de la BAA un an plus tôt. En tout cas, c'est chez ces Lakers qui ont gagné entre 1949 et 1954 5 des 6 titres NBA et BAA confondus que l'on trouve le joueur le mieux payé de la ligue, en la personne de George Mikan et ses $12 000 annuels. En 2021, cela représenterait à peu près 134 000 $. Mais quand le grand George a quitté la NBA en 1954, la Grande Ligue a perdu sa toute première superstar. Il faut savoir aussi qu'en 1951, le nombre de franchises est réduit à 11 à cause de problèmes financiers dus à un attrait presque absent du public qui était très peu intéressé par les matchs. Puis ne le cachons pas, dès le début, la NBA a connu de gros problèmes financiers. Les équipes NBL qui ont rejoint la ligue lors de la fusion ont particulièrement été touchées, car elles se trouvaient sur des marchés plus petits. En vérité, il y avait une grande disparité des revenus. Les équipes de la BAA avaient beaucoup plus d'argent que leurs collègues, même si ces dernières possédaient plus de stars. En 1955, un an après la mise en place de la règle des 24 secondes, la ligue ne sera composée plus que de 8 équipes, toujours présentes aujourd'hui dans la NBA actuelle. Il s'agit des Knicks, des Warriors, des Kings, anciennement Royals, des Hawks, des Celtics, des 76ers, anciens Nationals, ainsi que des Lakers. Petit point de discorde qui peut ressembler à un détail, mais qui n'en est pas un. La NBA revendique l'histoire de la BAA comme étant sa propre histoire, et la NBA ne reconnaît pas la NBL, ainsi que ses records. Pour la Grande Ligue, les accords de 1949 sont considérés comme une expansion de la BAA, et non une fusion avec la NBL. La NBL a été fondée en 1937, donc si la NBA reconnaissait cette ligue, la date de naissance de la Grande Ligue serait 1937, et non 1946, qui correspond à la date de création de la BAA. Par exemple, sur NBA History, le tableau NBA Season Recaps commence pour la saison 1946-1947, et il n'y a rien avant. Il en est de même pour les anniversaires, rappelez-vous, les 50 ans de la NBA ont été célébrés en 1996, et non en 1987. En fait, la Ligue soutient que la BAA a seulement changé de nom en 1949, et que la NBL y a seulement été intégrée. Pour faire simple, disons que la NBA et le Hall of Fame ont délibérément réécrit l'histoire, oubliant ceux qui en NBL ont aussi œuvré pour la création de la NBA. Pourtant, si l'on veut être logique, Ferris est tout autant à l'origine de la naissance de la NBA que Podoloff, mais il n'est pas officiellement reconnu pour cela, au même titre que les grands joueurs de la NBL. Dans le même sens, il est important de savoir que c'est Pop Gates, le premier afro-américain à avoir rejoint la NBL en 1946. Cependant, la NBA affirme que c'est Earl Lloyd, le premier joueur de couleur à avoir rejoint la ligue en 1950. La NBA a donc fait le choix de zapper 9 ans de NBL comme s'il n'avait jamais existé. C'est très discutable, mais aujourd'hui rien à faire, les livres d'histoire sont écrits ainsi. Cela ne nous empêche pas, nous, de nous rappeler que la NBL de 1937 a une vraie importance dans la création de la ligue qui nous fait tant kiffer aujourd'hui. La NBA fait ce qu'elle veut, dit ce qu'elle veut, mais ce serait malhonnête de dire le contraire. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.